Chers élèves, bonjour. Je vous présente au cours de cette séance la première partie du cours intitulé Suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de réaction. Donc, on va étudier la première partie concernant le suivi de la transformation chimique et on va traiter dans la deuxième partie la vitesse de réaction. Alors on va commencer par le suivi temporel d'une transformation chimique. Et on va définir ce que c'est que la cinétique chimique. Alors c'est quoi la cinétique chimique? Si je représente par exemple une réaction chimique, si je le modélise par cette équation, alpha A plus bêta B plus gamma C plus delta D, avec alpha et bêta, gamma et delta, ce sont des coefficients stoichiométriques. A, B, C, D, ce sont des espèces chimiques mises en jeu par cette transformation chimique. Alors, au cours du temps, les quantités de matière des espèces chimiques évoluent avec le temps. Donc, l'objectif de la cinétique chimique, c'est de suivre l'évolution de ces quantités de matière. Donc, au cours du temps, vous voyez que la quantité de matière des réactifs diminue, alors que la quantité des produits augmente. Donc, l'objectif de la cinétique, c'est de déterminer ou bien de chercher à connaître l'évolution de ces quantités de matière au cours du temps. Alors, pour cela, on va effectuer bien sûr des mesures sur le système chimique pour en déterminer la composition à chaque instant. Alors, la cinétique, normalement, vise à suivre l'évolution temporelle de la composition du mélange. Alors, pour cela, on va utiliser des méthodes. Alors, quelles sont ces méthodes de suivi? On commence par la conductimétrie, donc parce que la conductimétrie, ou bien la conductance, ou bien la conductivité d'une solution dépend de sa composition, dépend de la quantité de matière des espèces chimiques, dépend de la concentration des espèces chimiques. Ça veut dire que si je mesure la conductivité ou bien la conductance, je peux en tirer la quantité de matière ou bien la concentration des espèces chimiques. Une autre méthode, c'est la pressiométrie. Je peux mesurer la pression ou bien le volume, volumétrie. Si j'ai un gaz, je peux mesurer la pression et en déduire la quantité de matière. Même chose pour le volume. Ou bien, je peux utiliser le pH-métrie. Donc, le pH-métrie consiste à mesurer la valeur du pH au cours de l'évolution, bien sûr, de la transformation chimique. Et dernièrement, le dosage. Le dosage permet de titrer ou bien de doser une espèce chimique intervenant dans la réaction. Alors, dans quel cas utilisons par exemple la conductimétrie? Alors, la conductimétrie, si la réaction chimique met en jeu des espèces chimiques ioniques, parce que pour suivre l'évolution de la transformation par la conductimétrie, ça veut dire si je veux mesurer la conductance ou bien la conductivité, je dois être conscient que cette grandeur varie en fonction de la transformation chimique. Pour que la conductivité ou bien la conductance varie en fonction du temps, donc il faut avoir des ions qui interviennent dans la réaction chimique, soit A, B, C ou D, A et B des réactifs, C et D des produits. Alors, l'une au moins, l'une des espèces intervenantes doit être un ion pour utiliser la conductimétrie. Dans quel cas utiliser la pressiométrie ou bien la volumétrie? Donc la pression et le volume, si je mesure le volume ou bien la pression, je peux déduire la quantité de matière. Dans quel cas peut-on utiliser si l'espèce chimique, si au moins une espèce chimique mise en jeu par la transformation se trouve à l'état gazeux? Alors si je prends par exemple cette réaction chimique, au moins par exemple si au moins l'un des réactifs est à l'état gazeux ou bien l'un des produits est à l'état gazeux. Dans quel cas on peut utiliser le pH-métrie? Alors le pH-métrie peut être utilisé dans quel cas? Bien sûr, si la grandeur évolue avec le temps au cours de la transformation chimique. Alors dans quel cas le pH varie en fonction du temps? C'est lorsque les ions H3+ sont mis en jeu par la transformation ou bien par la réaction chimique ou bien les ions H-. Alors au cours de cette réaction ou bien au cours de l'évolution du système dans la réaction faisant
intervenir l'une des deux espèces chimiques, le pH du mélange réactionnel évolue avec le temps. Ça veut dire qu'on peut utiliser le pH métrique. Dernièrement, le dosage. Alors le dosage permet bien sûr de suivre l'évolution de la concentration d'une espèce chimique si cette espèce chimique est susceptible d'être dosée. Si on peut doser une espèce chimique intervenant dans la transformation, je peux suivre cette transformation chimique. Ces différentes techniques ou bien ces différentes méthodes de suivi peuvent être classées en deux catégories. Donc la conductimétrie, pressiométrie, pH-métrie, dosage. Ça dépend de quoi? Qu'est-ce qu'on fait au cours de ces méthodes? Alors, au cours de la conductimétrie, on mesure une grandeur, c'est la conductance ou bien la conductivité. Au cours de la méthode pressiométrie, je mesure une grandeur qui est physique, la pression. Au cours du volumétrie, je mesure le volume, donc c'est une grandeur physique. pH, c'est une grandeur physique. Ça veut dire qu'au cours de l'utilisation de ces méthodes, on mesure une grandeur physique. Alors, lorsqu'on mesure une grandeur physique au cours du suivi de la transformation chimique, ces méthodes sont classées comme étant des méthodes physiques. Alors que pour le dosage, donc le dosage, vous connaissez que le dosage, c'est une technique au cours de laquelle intervient une transformation chimique. Alors, l'intervention d'une transformation chimique permet de classer le dosage comme étant une méthode qui est chimique. Maintenant, on va passer à l'étude d'un cas. Et dans ce cas, dans la deuxième partie, on va suivre l'évolution temporelle d'une réaction chimique particulière. Hein. C'est la réaction entre les ions iodures et le peroxo des sulfates. Et on va considérer une situation déjà étudiée expérimentalement. Je vais vous montrer les résultats expérimentaux obtenus au cours de cette étude. Alors, à l'instant t égale à 0, parce que pour suivre l'évolution temporelle, on doit tenir compte du temps. Donc, à l'instant t égale à 0, on réalise le mélange M. Il est constitué de quoi? Constitué de 100 ml de solution S de peroxodisulfate d'ammonium, NH4+, S2O8-, de concentration molaire C1, 0,12 mol litre moins 1. Un volume V2 égale à 100 ml de solution S', d'iodure de potassium, K+, I-, bien sûr, de concentration molaire C2, 0,20 mol litre moins 1. Une oxydation lente de I-, parce qu'on ne peut pas suivre une réaction ou bien une transformation qui est rapide, on ne peut suivre que des transformations qui sont lentes. Donc une oxydation qui est lente se produit entre quoi? Entre l'espèce chimique I- dans la solution S' et l'espèce chimique peroxodisulfate S2O8-, dans la première solution. Ce produit, donc, il met en jeu les couples d'oxydoréduction suivants. Donc, on a les deux couples. Donc, on a déjà mettre ou bien identifier les réactifs. Donc, c'est bien sûr c'est l'oxydant du premier couple et le réducteur du deuxième couple. Alors, on va commencer par écrire l'équation chimique de la réaction, en passant bien sûr par les demi-équations, puis on va passer à la méthode de suivi par dosage. Alors, commençons par les demi-équations. Donc, vous voyez ici, on commence toujours par les réactifs. Je les mets en rouge. S2O8-, ça va donner SO4-. Pour équilibrer ou bien ajuster l'élément soufre, on doit multiplier par 2 pour avoir 2 atomes de soufre. On a 8 atomes d'oxygène, donc je dois multiplier par 2, 2 fois 4, pour donner 8 atomes d'oxygène. Alors ici, on a 2 fois 2 moins, ça fait moins 4. Donc à droite, on a moins 4 charges élémentaires, alors qu'à gauche, on n'a que moins 2 charges élémentaires, moins 2 fois E. Alors on doit ajouter 2 électrons pour équilibrer cette demi-équation. De la même façon, pour la demi-équation correspondante au deuxième couple, je commence toujours par les réactifs, donc, puisque l'oxydant, donc on a un réducteur I-,
qui va donner le oxydant conjugué, c'est I2, plus 2 électrons, c'est plus simple à équilibrer. Alors pour avoir l'équation bilan, donc il suffit de regrouper les réactifs, hein, donc 2I-, voilà. Donc on regroupe, voilà, on regroupe les réactifs. Alors 2I- plus S2O8-, ça va donner les produits. Alors au cours de cette transformation, il se produit quoi? Il se produit le diode et les ions sulfate. Donc ces espèces chimiques sont incolores, les 3 premières espèces chimiques sont incolores, alors que I2 donc, prend une couleur qui est jaune. Donc si la concentration est faible, donc il devient, la couleur devient à peu près orange, ou bien rouge brique si la concentration de I2 est grande. Alors au cours de l'évolution, donc la quantité des réactifs diminue, la quantité des produits augmente. Voilà, le I2 est caractérisé par la couleur jaune. Voilà, pour étudier la cinétique de cette transformation, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on veut par exemple utiliser la méthode de dosage, on doit partager, on doit prendre le mélange initial et je le partage en 10, par exemple, en 10 échantillons ou bien en 20 échantillons, ça dépend de la situation. Donc ici, je vous présente un mélange qui est partagé, qui est réparti dans 10 tubes. Hein, chaque tube contient le même volume. Alors par suite, je prends à un instant donné, je prends le premier tube. D'accord? Après un certain temps, on prend le premier tube pour déterminer sa composition. Parce que, je rappelle toujours, l'objectif de suivi de la transformation chimique, c'est de suivre l'évolution des quantités de matière ou bien des concentrations de différentes espèces chimiques. Alors, on prend l'un des tubes à un instant donné, et pour arrêter la réaction, parce que la réaction, si je déplace le tube, donc la réaction ne s'arrête plus, donc la transformation continue à se produire dans toutes les tubes, parce qu'ils se trouvent dans les mêmes conditions, mais pour arrêter la transformation qui se déroule dans cet échantillon, on doit ajouter de l'eau glacée à 0 degré pour arrêter la réaction. Alors, au cours de cette, vous voyez que donc, les autres mélanges continuent à produire le I2, hein, qui devient orange. Alors, après avoir arrêté cet échantillon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est toujours dans la méthode de suivi par dosage. On va titrer, ou bien on va doser l'échantillon qui est dans le bécher. En ajoutant bien sûr une solution qui permet de titrer. Donc on va titrer dans ce cas le diode. Hein, le diode réagit rapidement avec les ions thiosulfate. Ça veut dire qu'on va utiliser la solution de thiosulfate de sodium, hein, pour neutraliser la quantité de I2 qui se forme. Donc on a ajouté un certain volume pour avoir l'équivalence, pour pouvoir déterminer cette quantité de matière. Alors au cours de cette opération, ou bien de cette méthode, elle se produit la réaction entre quoi? Entre les ions thiosulfate et les ions I2. Mais comment déterminer l'équivalence dans ce cas? Alors comment déterminer, ou bien comment repérer le point d'équivalence dans ce cas? On a deux méthodes, soit par la disparition totale de la couleur caractéristique du diode, c'est la couleur jaune, hein, c'est une couleur qui est moins intense, alors c'est difficile de repérer avec précision le point d'équivalence de ce cas. Souvent, on utilise l'emploi d'amidon parce que si j'ajoute l'emploi d'amidon avec quelques traces de I2, la solution devient bleue. Alors c'est plus facile de repérer la disparition totale de la couleur bleue que de la couleur qui est jaune. Alors, au cours de ce dosage, il se produit une autre réaction chimique entre les ions thiosulfate et le I2 formé par cette transformation chimique.
On va dresser un tableau d'avancement pour pouvoir déterminer la relation entre la quantité de I2 présente dans le tube qu'on a pris et la quantité, bien sûr, ajoutée de thiosulfate à l'équivalence. Alors, à l'équivalence, on aura C fois VE, donc on multiplie la concentration fois le volume de la solution qu'on a versée pour atteindre l'équivalence, pour avoir la quantité qu'on a ajoutée de S2O3-. Qu'est-ce qu'on dose dans ce cas? On dose une quantité formée de I2 à l'instant bien sûr, de la prise de l'échantillon. Donc, je l'ai considéré comme étant un instant 1, T1, correspondante au tube numéro 1. D'accord? À la fin de cette réaction, on aura CVE moins 2X max, N initial, ça veut dire la quantité qu'il y a dans le tube, moins X max. À l'équivalence, ces deux quantités sont nulles, parce que l'équivalence, c'est quoi? Lorsqu'on atteint un mélange qui est stoichiométrique. Ça veut dire que cette quantité est nulle. Cette quantité est nulle. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que X max, c'est quoi? C'est CV sur 2, parce que cette expression égale 0. Et de même, X max égale à la quantité de I2 à l'instant T1. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire finalement? Que la quantité de I2, c'est la quantité de S2 O3- sur 2. C'est la quantité qu'on a ajoutée sur 2 parce qu'en tenant compte les coefficients stoichiométriques. Alors on peut écrire directement cette formule sans passer par le tableau d'avancement parce que l'objectif, donc le dosage dans ce cas, ce n'est qu'un outil pour chercher la quantité de I2. Je peux écrire directement cette relation sans passer par le tableau d'avancement. Quantité de I2 sur le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1 est égal à la quantité de S2O3- divisé par 2 qui est le coefficient stoichiométrique. Alors, on a pu déterminer la quantité de I2 qu'il y a dans un tube. Alors, réellement, on cherche la composition du mélange, tout entière. Alors, le mélange est constitué de quoi? Il est constitué de 10 tubes. Ça veut dire que je peux déduire la quantité de I2, à partir de la quantité de I2 qu'il y a dans le tube, je peux déterminer la quantité totale qu'il y a dans les 10 tubes. En faisant, bien sûr, multiplier cette expression fois 10. Alors, et on aura, dans le mélange réactionnel, une quantité de matière N totale, donc je l'ai noté N total, de I2 à l'instant T1 égale à 10 fois cette quantité qu'on a déterminée grâce au dosage. Et comme ça, on doit retenir cette expression. Pourquoi? Parce qu'on va titrer les autres échantillons et on va utiliser la même formule qui permet de lier la quantité totale de I2 à la quantité qu'on a ajoutée de thiosulfate. Dressons maintenant le tableau d'avancement de la réaction étudiée. La réaction qu'on a vue précédemment, c'est une réaction de dosage, c'est une technique qu'on a utilisée. Mais la transformation qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de suivre temporellement, c'est la réaction entre les ions I- et les ions peroxydisulfate. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme quantité de matière? Donc, toujours, on passe par l'état initial du système, l'état à un instant T1. Alors, pour remplir le tableau d'avancement, on doit revenir à la quantité de matière qu'on a utilisée de peroxyde des sulfates. On a utilisé une solution S, de concentration C1 et de volume V1. Ça veut dire que la quantité de S2O8 de moins, c'est le produit de la concentration C1 fois le volume V1. Et on remplit ainsi le tableau. D'accord? Alors je reviens au tableau d'avancement. J'écris C1V1 comme quantité initiale de S2O8 de moins. Revenons à l'énoncé de l'exercice, ou bien la situation qu'on a déjà commencé, pour exprimer la quantité initiale de I-. Alors on a utilisé un volume V2, de concentration C2, ça veut dire que la quantité de matière initiale qu'on a utilisée de I-, c'est le produit C2 fois V2. Et on revient au tableau pour remplir. Évidemment, les produits
la quantité des produits est nulle à l'état initial. Au cours du temps, un instant T1, on aura C1 V1 moins X à l'instant T1, C2 V2 moins 2, on doit toujours tenir compte du coefficient stoichiométrique, 2 fois X bien sûr à la même date, 2 fois X à la même date, X à la date T1. Voilà, donc on en déduit ainsi. Alors on sait que la quantité de matière de I2 c'est X, ça veut dire que l'expression qu'on a déjà vue, alors l'expression précédente, on a la quantité totale de I2 à l'instant T1 égale à 10 fois C fois VE. Alors d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de I2 à l'instant T1 c'est X à l'instant T1. On peut déduire que X à l'instant T1 égale à 10 fois, d'accord, égale à 10 fois C fois VE. Alors, à partir du dosage du premier échantillon, je peux déterminer la quantité de I2 ou bien, d'une façon générale, l'avancement de la réaction. Ainsi, on peut calculer l'avancement de la réaction à n'importe quelle date, bien sûr, à condition de prendre les autres échantillons de ce mélange à des dates différentes. Alors, à l'instant T1, on a C1, V1 moins X à la date T1. Si je connais X à la date T1, je peux déterminer la quantité de matière de SO2, je peux déterminer la quantité de I-, je peux déterminer la quantité de SO4, je peux déterminer la quantité de I2. Ainsi, je peux donner la composition du mélange, d'accord? Je peux donner la composition du mélange, la quantité de S2O8-, c'est C1V1 moins 5 fois VE, parce que si je divise 10 par 2, moins X à la date T1, 10 divisé par 2 c'est 5, c'est pourquoi j'ai mis 5 C fois VE. La quantité de I- c'est quoi? C'est C2V2 moins 2 fois X max, donc 2 ça va se simplifier avec le 2, donc moins 10 fois CVE. Et la quantité de SO4-, 2 fois X, alors 2 fois cette expression, ça donne 10 CVE, 5 C fois VE. Alors, pour continuer à déterminer la composition du mélange au cours du temps, on doit prendre les autres tubes. Donc je peux prendre à un certain moment le tube numéro 2 et je peux refaire la même chose. Ça veut dire que je dois arrêter la réaction dans ce tube et procéder de la même façon au dosage de I2 qui se forme. Ainsi de suite, je peux prendre le tube numéro 2 et je titre, ça veut dire, je titre la contenance de ce tube. Bien sûr, je détermine grâce au dosage la quantité de I2 qui se forme parce que les ions thiosulfate qu'on ajoute réagissent seulement avec I2. Ainsi, je peux à chaque dosage déterminer un certain volume d'équivalence. Ça veut dire à chaque volume d'équivalence, je peux déterminer la quantité de matière qui reste de S2O8-, la quantité qui reste de I-, la quantité qui se forme de SO4-, et la quantité qui se forme de I2. Voilà. Maintenant, je vous présente les résultats expérimentaux obtenus pour ce dosage. Alors, on a utilisé la solution de thiosulfate de concentration 0,10 mol litre moins 1. Alors, je peux calculer la quantité de I2, parce que la quantité de I2, c'est 5 fois C fois VE. Ça veut dire si je connais le volume à l'équivalence, pour n'importe quel échantillon, je peux calculer la quantité qui se forme à la même date de la prise de l'échantillon. Alors, dans ce cas, j'ai effectué un calcul dans un cas particulier. Je prends par exemple 16 minutes. Alors l'échantillon qu'on a pris à 16 minutes, à laquelle on a versé un volume d'équivalence 4 ml. Si je multiplie 5 fois C, concentration des ions thiosulfate,
fois le volume à l'équivalence qu'on a utilisé pour cet échantillon, je peux déterminer la quantité de I2 formée à la date. Évidemment, c'est 2 millimoles. Ça veut dire 5, voilà, 5, fois C, c'est 0,10, fois VE, c'est 4 millilitres. On doit convertir en litres pour avoir la quantité de matière en mol. On aura 2 10 puissance moins 3 mol, hein, soit 2,0 millimoles, parce que 10 puissance moins 3 mol représente 1 millimol. Alors comme ça, je peux effectuer des calculs sur d'autres types. Alors je classe maintenant la quantité qu'on a trouvée de I2 à la date t égale à 6, bien sûr exprimée en millimol. Si je prends le 2, donc c'est 2,010 puissance moins 3 mol. Et ainsi de suite, je reprends la même chose pour remplir le tableau. Bien sûr, 0 quantité de I2 parce qu'on connaît déjà c'est un produit. À l'état initial, sa quantité de matière est nulle. Je peux effectuer le même calcul, 5 fois C fois VE, ainsi de suite, pour remplir ce tableau avec les quantités de matière obtenues pour chaque échantillon. Voilà, 3,7. Vous voyez donc que 5 fois, remarquez que 5 fois C, 5 fois 0,1, ça va donner 0,5. Vous voyez que presque c'est la moitié, 1,8, hein, la moitié de 18 c'est 9. Donc 1,8, la moitié de 1,8 c'est 0,9. La moitié de 24 c'est 12. Donc la moitié de 2,4 c'est 1,2, et ainsi de suite. Alors à partir de ces données, je peux représenter l'évolution de la quantité de matière de I2 en fonction du temps. Alors on prend un diagramme sur lequel je représente X en ordonnée et le temps sur les abscisses. Alors à chaque date, je peux représenter la quantité de I2 correspondante. Alors je prends la date 4,5, 4,5 à peu près ici. Ça correspond à quoi? À 0,9. Ça correspond à 0,9. Je prends le deuxième point. On a ici 8. 8, ça correspond à quoi? 8, ça correspond à 1,2. 8 correspond à 1,2. Et ainsi de suite. Le troisième point, le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à avoir les autres points qui représentent bien sûr l'évolution de l'avancement X, à savoir que l'avancement X représente dans ce cas la quantité de I2, et je peux représenter l'évolution de l'avancement X en fonction du temps. Ainsi, je peux représenter approximativement l'évolution de X en fonction du temps. Donc vous voyez que ça ressemble à une fonction exponentielle. Alors dans ce cas, on a l'évolution qui ressemble à cette allure. Alors d'une façon générale, l'avancement X évolue toujours presque de la même façon, à partir de 0 jusqu'à une certaine valeur appelée valeur de l'avancement maximal. Voilà, c'est terminé pour cette partie. On se verra, Inch'Allah, pour la deuxième partie, pour traiter la deuxième partie concernant la vitesse de l'évolution, ou bien la vitesse de réaction, et l'influence des facteurs cinétiques sur la vitesse.